Je pense que c'est ringard de penser que le féminisme est passé de mode. Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Lâchez nos utérus. C'est ça qui est important. On discute à partir de sa situation. Ça donne un souffle nouveau au féminisme. Popol Show, le podcast d'actualité de Popol Média. Le média qui propose un regard féministe sur la politique. J'invite maintenant sur scène les dernières intervenantes de la dernière table ronde de ce dernier moment d'échange. Safia, si tu veux bien nous rejoindre, s'il te plaît. Vous pouvez applaudir. N'hésitez pas, vous n'allez pas être déçus. Il y a également Maude. Si Maude est là, je l'invite aussi à nous rejoindre. Prenez place où vous voulez, il n'y a pas de plan de table. Merci beaucoup. Il y a Dolores, que je vois là. Et enfin, Irénée. Merci beaucoup. Désolée pour le petit retard, mais c'est ce qui se passe quand on a plein de choses à raconter et qu'on fait de l'événementiel. On respecte jamais trop les timings, mais en tout cas, merci d'être encore aussi nombreuses et aussi attentives et attentifs. Nous allons désormais organiser un peu la suite. On va pas traîner, parce que Macron, il a pas traîné déjà. Et on voulait parler justement de « et maintenant, on fait quoi ?» Donc moi, déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter de parler. Ce sera déjà pas mal. Et je vais donner la parole à mes intervenantes qui ont bien voulu accepter d'intervenir ce soir. Et on va commencer avec toi, Irénée. Bonsoir. Bonjour. Est-ce que tu pourrais nous parler de toi, s'il te plaît, te présenter pour le public? Oui, alors moi je m'appelle Irénée, je suis militante féministe et j'ai aussi autrice de livres et je suis également masterante en histoire contemporaine. Et concrètement, mon travail consiste à comprendre c'est quoi les conséquences d'un régime fasciste. Donc ce qui se passe actuellement me touche d'un point de vue personnel, d'un point de vue politique, mais aussi d'un point de vue de ce que je fais dans ma recherche et de ce que je vois tous les jours. Et c'est pas beau à voir. Merci beaucoup, Irénée. Et nous avons aussi le plaisir d'être avec Dolores Baquela. Bonsoir, Dolores. Salut. Dolores qui a le seum, c'est écrit sur son front. Franchement, j'ai même pas le seum. En vrai, j'ai envie de pleurer parce que on est dans une situation là qui est pas pardon de plomber l'ambiance, mais c'est affreux en fait. C'est affreux parce que donc moi je suis journaliste indépendante et je travaille beaucoup sur les questions d'antiracisme, de féminisme et d'un point de vue justement non blanc. Et il y a quand même un sujet qui est quand même évident et dramatique, c'est que là le résultat qu'on a et j'en veux pour preuve notamment les résultats notamment aux Antilles, doit nous alerter en fait sur ce qui est en train de se passer. Évidemment, je ne vais pas vous la refaire, mais on sait très bien ce qui est en train de se passer, c'est que le fascisme est là, le fascisme s'installe. Avec la question de la dissolution, on est dans une campagne express qu'il va falloir mener de manière efficace et inventive. Et en fait, tous les partis de gauche, il y a quelqu'un juste avant qui parlait des partis de gauche et notamment qui parlait de ELV, je leur en veux particulièrement. Je ne suis pas sûre qu'ils soient tant que ça de gauche. Et déjà, il faudrait qu'un jour ils le disent. Est-ce qu'ils sont de gauche ou pas? Parce que là, ce qui est en train de se passer, notamment ce qui se passe aux Antilles, où il y a on est en plein dans le laboratoire de ce que la gauche doit surpasser et permettre aux populations de surpasser. Ils sont zéro pointés, zéro. Est-ce que vous saviez, par exemple, qu'il y avait un maire écolo, notamment à Pointe-à-Pitre? Je pense que personne ne le sait. Je suis même pas sûre que les gens à Pointe-à-Pitre le savent eux-mêmes. Et donc là-bas, en Guadeloupe, c'est 30% pour le RN. 30%. Donc en fait, si on nous explique que l'histoire coloniale de la France, c'est bon, on a soldé les comptes, que tout va bien, etc., alors que, notamment sur plein de sujets, et notamment des sujets écolos, il y a des procès donc, où on passe, parce que ce n'est pas des procès importants, donc, notamment sur le chlordécone, etc. Donc sur toute cette politique coloniale que mène la France depuis des années, on n'avance pas, et au contraire. Et donc là, les partis de gauche sont sommés
mais sommés, et tous, il n'y a pas de oui, les filles sont... Non, ils sont tous sommés, là, à un moment donné, de réagir, parce qu'ils sont en train de nous jeter tous dans les bras du RN. Voilà. C'était une super présentation. Merci, Dolores. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maud. Toi, du coup, si tu veux bien parler de toi et puis réagir aussi à chaud à ce qui se passe. Je vais juste me présenter et présenter un peu ce qu'on fait. Je m'appelle Maud Royer, je suis présidente de l'association Toutes des femmes, qui est une association qu'on a créée il y a un peu plus de 4 ans, en 2020, suite au premier nouveau discours transphobe, entre guillemets, dans les médias qui sont apparus d'abord en 2020, puis ensuite la grosse vague en 2021 surtout. Dans nos actus récentes, on a lancé la campagne Juge pas mon genre, qui est une campagne pour le changement d'état civil libre et gratuit, qui est une revendication des assos trans depuis très très longtemps, bien évidemment pas du tout la seule, mais qu'on soit aussi plus largement comme une contre-offensive contre l'extrême droite, une lutte qui est gagnable à moyen terme. Alors bon, évidemment, la dissolution remet pas mal de choses en question et on verra dans 3 semaines si c'est toujours le cas. Mais voilà, c'est ce qu'on fait en ce moment et peut-être on reviendra plus précisément sur la soirée après. Merci beaucoup, Maud. Tu as parlé de contre-offensive et c'est précisément le thème, donc on y reviendra, ça c'est certain. Merci beaucoup. Et enfin, Safia. Bonsoir, Safia. Bonsoir, bonjour à toutes et à tous. Alors du coup, moi je m'appelle Safia, je suis militante antiraciste et anti-impérialiste révolutionnaire. Avec des camarades, j'ai cofondé la Riposte Antiraciste, qui est un nouveau collectif antiraciste révolutionnaire qui s'est créé en avril 2024. On est tout jeune, n'hésitez pas à vous renseigner sur ce beau collectif. Pour ma part, je suis étudiante, je suis en master de sociologie, je fais des recherches justement sur le chlordécone en Guadeloupe et en Martinique. Et là, ce que moi j'ai envie de vous dire à chaud, c'est qu'évidemment, quand j'ai appris la volonté de la dissolution de l'Assemblée nationale par Macron, j'ai eu envie de chialer. Je suis d'ailleurs allée voir ma mère qui est là et j'ai lâché 2-3 larmes. J'ai eu envie de tout brûler et moi, ça me fait dire une chose, c'est qu'en fait, Emmanuel Macron est en train de jouer l'un des jeux les plus pourris de la Ve République. Parce que déjà, tout simplement, il se saisit d'outils dont il dispose. C'est les outils que l'État a, que la Ve République a, Donc déjà, ce n'est pas une anomalie ce qui est en train de se passer, même si ça nous choque. Et c'est très important de l'avoir en tête, notamment dans une logique révolutionnaire. Ça nous permet, malgré l'émotion, je pense, de poser les choses sur la table. Et ensuite, je dirais très rapidement que si on prend encore un tout petit peu de recul, si on fait un pas en arrière, vu que Macron en fait 3, lui, ou 4, ça nous permet aussi de nous dire qu'il est dans une stratégie où il y a 2 possibilités. Soit il essaye de nous faire oublier à chaud les résultats, on va dire, des élections européennes où il s'est pris une énorme claque, parce qu'en fait, c'est le RN qui, là, s'affirme comme le parti de l'ordre et de l'autorité. Donc je pense qu'il a envie de passer à autre chose et il a envie de compter sur l'effet Castor, l'effet barrage, pour essayer de se venger. Mais il y a une autre possibilité, c'est aussi qu'il se dit qu'il y a une possibilité que le Rassemblement national, l'extrême droite, gagne aux élections législatives. On aurait possiblement un Premier ministre ou une Première ministre d'extrême droite. Ce serait évidemment terrible. Mais là, vous savez, il se croit intelligent parce qu'il se dit, là, je partagerai mon bilan avec l'extrême droite. Donc regardez, vous n'aurez pas besoin de les élire en 2027. En réalité, c'est cataclysmique ce qui est en train de se passer parce que, comme l'a dit Maud et comme vous l'avez dit, dans tous les cas, c'est la garantie, peu importe qui gagnera, d'un agenda politique et des débats qui seront toujours plus droitiers et toujours plus mortifères. C'est bien dit, merci. Irénée, du coup, t'as pas réagi à chaud à cette somme toute journée, après-midi politique riche en événements? Oui, je pense que mes camarades ont déjà réagi avec beaucoup plus de diplomatie que moi je le ferais, parce que moi j'ai juste envie de dire puto país de nazis, clairement c'est ça. Franchement, il n'y a pas de perspective très positive dans ce qui se passe. Mais je pense aussi que ce qui se passe aujourd'hui, c'est sans surprise. Déjà parce que les résultats sont ce que les sondages estimaient déjà.
Et ensuite, parce que si on vit dans ce pays, on voit déjà que ce pays est dans la voie du fascisme, de l'extrême droite, et un pays dans lequel le racisme est omniprésent 24 sur 24. Enfin, voilà, donc en fait, c'est sans surprise. Tout à l'heure, je sais que dans la table précédente, il y a eu beaucoup de parties sur la question de l'éducation, de comment il faut faire de l'éducation. Moi, je suis pas tellement d'accord. Je pense que l'éducation, elle est importante, mais je pense que croire que le vote d'extrême droite, c'est juste un manque d'éducation, c'est vraiment, diminuer en fait la portée du racisme dans ce pays. Il y a des gens, ils votent le RN pas parce qu'ils sont cons, pas parce qu'ils sont pas éduqués, mais parce qu'ils sont racistes. Enfin, et je pense que vraiment, quand on pense que le problème, c'est juste le manque d'éducation, et encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faut pas éduquer, mais je pense qu'il faut prendre la mesure du problème de ce qui se passe. Ces derniers mois, il y a eu plein d'exemples de comment l'extrême droite, elle monte et elle monte et elle monte, et notamment avec la question palestinienne, comment elle a été récupérée par une partie de la droite et de l'extrême droite, déjà pour se renforcer, et ensuite pour mépriser, diffamer, harceler, intimider toute gauche, autant social-démocrate soit-elle, et encore plus la gauche révolutionnaire. On est dans un moment politique où le débat est tellement droitisé et extrême droitisé qu'il y a des grands médias qui pensent que la LFI, c'est l'extrême gauche. Enfin, on en est là, alors que la LFI, c'est pas l'extrême gauche. La LFI, c'est la gauche bourgeoise, c'est la gauche réformiste, c'est la gauche institutionnelle, ce n'est pas l'extrême gauche. Il y a un monde très très à gauche de la LFI. Mais en fait, on est tellement mis à l'écart, on est tellement isolé, on est tellement minoritaire que en fait, la LFI, aujourd'hui, c'était notre seul espoir. Et on s'est retrouvés comme des cons à devoir aller voter pour eux, à devoir appeler à voter pour eux, parce qu'en fait, c'était ça ou pire. Et on a eu pire. Enfin, donc, vraiment, je pense que... Et là, je pense vraiment aux derniers mois qu'on a passés, où on a quand même eu énormément d'interdictions de manifester. On a eu des meetings qui ont été interdits. On a eu de la répression brutale. On a des journalistes qui ont été appelés par l'antiterrorisme. On a eu des députés qui ont été appelés par l'antiterrorisme, y compris des présidentes de groupes parlementaires comme Mathilde Panot. C'est vraiment c'est gravissime. Là, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a un homme palestinien qui habite en France depuis quelques années qui a été arrêté par les brigades antiterroristes parce que soupçonné de faire partie des brigades Al-Qassa, c'est-à-dire les brigades du Fatah en Cisjordanie. Il est accusé d'avoir eu une complicité dans des attaques contre des Israéliens en Cisjordanie occupée en 2023, début 2023, bien avant le 7 octobre. En Cisjordanie occupée. Donc aujourd'hui, il y a des Palestiniens qui sont arrêtés en France, alors qu'on ne va pas aller arrêter les Français qui sont allés rejoindre le Tzal aujourd'hui à Gaza pour aller massacrer des Palestiniens. Enfin, en fait, c'est ça l'état de la gauche aujourd'hui. Donc, en fait, je ne suis pas surprise pour les résultats. Je suis juste dans cette confirmation de la France qu'on est en train de construire. Et je me dis, mais vraiment, où est-ce qu'on va? Et moi, je n'ai pas de passeport français. Donc, moi, vraiment, quand je vois ça, je me dis, je vais rentrer chez moi. Mais, je sais que tout le monde ne peut pas faire ça. Tout le monde n'a pas ce luxe. Et encore, je parle de luxe. La situation chez moi n'est pas non plus beaucoup mieux. Hein. Mais, voilà. Merci beaucoup, Irénée. Je voulais revenir sur ce que tu disais sur la réalité, effectivement, du racisme et que finalement, ce fascisme qui n'est pas une montée, mais qui est une réalité bien ancrée depuis bien longtemps dans notre pays. La rhétorique mensongère, en fait, la rhétorique du mensonge, c'est un peu le fonds de commerce des politiques d'extrême droite qui ne font que mentir. Et tu disais que l'éducation n'était pas forcément la chose la plus évidente pour contrecarrer en fait ces mensonges. Mais dans ce cas, si par exemple, tu vois, il n'y a pas des actions comme décrivait tout à l'heure Tania sur Desinfox Migration, qui justement vient débunker des éléments de langage qui sont constamment rabâchés dans les médias traditionnels et les médias de plus grande audience. Comment on peut faire? Quelles sont les pistes très concrètes pour contrer ce racisme en France? Juste par rapport à ce qu'elle dit et après, déjà on se rend compte quand on parle de médias traditionnels et de médias de grande audience, de quels médias on parle? Est-ce que CNews est un grand média? Grosse audience. Est-ce que BFM est un grand média? Et surtout, par qui ils sont financés, ces médias? Et
à qui ils accèdent. C'est-à-dire, qui lit Le Monde diplomatique, qui est abonné à Libération ou à la newsletter chez Paul, et qui ou Paul Média, remarque, et qui regarde en fait les chaînes d'infos en continu. En fait, la question aussi de pourquoi et comment se diffuse le fascisme en France, c'est aussi parce que de l'autre côté, et c'est pas qu'une opposition binaire, mais de l'autre côté, qui a les moyens aujourd'hui de monter un média comme Bolloré, avec tout l'argent qu'il va voler en Afrique, peut se permettre de monter, d'installer des éditorialistes, des gens qui sont en plus souvent condamnés par la justice pour des questions qui sont quand même des questions soi-disant centrales du quinquennat, la protection, les questions féministes et la protection notamment des femmes et des enfants, et la question des violences sexistes et sexuelles de ces personnes-là et d'autres. Donc c'est une question fondamentale. Et depuis la dernière élection, nous n'avons pas évolué sur cette question. George Soros, par exemple, qu'on aime bien diaboliser parce qu'il finance, bah oui, il finance des médias, il a financé beaucoup d'initiatives médias aussi, surtout, mais parce que on oppose à George Soros ce que fait exactement Vincent Bolloré. Et le problème, c'est que les médias qui sont en place n'arrivent pas à démanteler et à faire en sorte que le discours qu'on tient sur George Soros, on ne puisse pas se permettre de le tenir. Par contre, Bolloré, lui, est complètement absous de tout ce qu'il fait. Et évidemment, le système de traque qui est mis en place sur les journalistes qui ont dénoncé, et ils n'ont pas commencé cette année, ils n'ont pas commencé avec la mise en place du Média Blast. Ça fait bien longtemps, et notamment même France Télévisions. Il y a des enquêtes, des livres qui sont sortis, et aussi les journalistes qui témoignent de ce que ça veut dire que de traquer et de mettre Vincent Bolloré devant ce qu'il fait. Donc le sujet, c'est aussi, et là c'est aussi un appel, et j'espère que ce soir, tous les milliardaires de gauche et les millionnaires de gauche, soi-disant de gauche, non mais c'est en un moment on va parler français à un moment donné, et d'ailleurs par ailleurs aussi toutes les web TV qu'on voit sortir ou les médias qui sont uniquement des médias implémentés réseaux sociaux, il y a des personnes qui sont capables de les financer. Donc toutes les web TV qu'on a eues, des Polony, des Michel Onfray, de toutes ces personnes qui se retrouvent ensuite à monter des francs-tireurs ou à être des éditorialistes qui sont assis, c'est-à-dire que ce système-là et cette chaîne-là qui existe à droite et à la droite la plus extrême n'existe pas à gauche et à la gauche la plus radicale. Ça, c'est un fait. Et donc, si on ne combat pas non plus sur cette question-là médiatique et quels sont les moyens qu'on peut allouer pour qu'en fait, il y ait un vrai contre-pouvoir médiatique, parce que France Télé ne suffit pas, vos impôts ne servent pas à financer, et on l'a vu encore aujourd'hui, ne servent pas à financer en fait une autre parole que celle qu'on entend principalement. Donc voilà, ça c'était juste pour la petite. Ouais, tout à fait. On parlait éventuellement des pistes pour contrer au-delà même du racisme, la montée et l'implantation durable, hélas, du fascisme. Toi, c'est ton domaine de recherche, Irénée. Est-ce que tu as des leviers réels, concrets d'action on en parlera aussi après avec Maud et Safia sur la riposte justement et la contre-offensive dont Maud a brièvement parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait très concrètement? Je pense que plein de gens se posent la vraie question, cette question quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Alors je pense que malheureusement là il faut être pessimiste. Je pense que là le fascisme il est là, il arrive et on va pas l'arrêter. On peut essayer de le limiter, on peut essayer de limiter la casse ou de le retarder un peu, mais en fait, il n'y a rien qu'on puisse dire ou faire actuellement qui va arrêter ce qui se passe. Parce qu'en fait, ça vient depuis des années, on le voit venir depuis des années, et les choses étaient à faire avant. Donc là, j'aurais envie de dire, déjà, il faut continuer à prendre les rues. Il y avait une manifestation antifasciste il y a quelques jours, notamment en mémoire de Clément Méric, ce jeune antifasciste tué il y a 11 ans par des FAF. La manifestation, elle a été évidemment beaucoup tournée sur la question palestinienne et également de la Kanaki. On était des milliers, mais en fait, on devrait être des millions. Donc, je pense que c'est ça aussi. Moi, j'étais dans la manifestation. C'était une belle manifestation. On était vraiment des milliers. Mais en fait, au vu de la gravité de la situation dans ce pays, on n'était pas assez. Et c'est toujours un peu ce sentiment depuis des mois. On est beaucoup, mais on n'est pas assez. Je pense que... oui, il faut continuer à dénoncer, il faut continuer à essayer de développer des médias indépendants, il faut continuer à s'organiser dans des organisations révolutionnaires, parce qu'en fait, non, ce n'est pas la social-démocratie qui va nous sauver.
Il faut être plus ambitieux et ambitieuse que ça. Il faut voir aussi du côté syndical, parce que en fait, tout ce qu'on parle aussi, c'est aussi une question de capitalisme, en fait. Parce que Vincent Bolloré, etc., en fait, s'il peut faire ce qu'il peut, s'il peut faire ce qu'il veut, c'est parce qu'il est millionnaire, parce qu'il a de la thune, en fait, parce qu'il dispose non seulement de la plupart des médias dans ce pays, mais aussi de la plupart des maisons d'édition de ce pays. C'est ça aussi qui est incroyable. Donc, il y a aussi ça, en fait. La question, c'est souvent l'argent, c'est qui finance quoi, qui finance qui. Et donc, nous, en tant que travailleurs, travailleuses et en tant que consommateurs et consommatrices, c'est aussi là qu'il faut mettre de la pression au point de vue capital. Et après, je pense que là, on a 2 semaines pour s'organiser, pour essayer de limiter la casse à l'Assemblée nationale. C'est pas ça qui va faire la révolution, mais je pense qu'il faut, là, dans l'immédiat, s'organiser pour les élections législatives. Appeler à voter, mais appeler à voter concret. Moi, je ne peux pas voter dans ce pays, mais je vais aussi me mobiliser. Il y a des gens qui disent qu'il faut aller aux urnes, mais en fait, non, ça ne se limite pas à ça, la mobilisation et l'organisation. Mais je pense que quand on dit qu'il faut s'organiser pour les législatives, c'est aussi qu'est-ce qu'on exige en fait aux partis. Parce que là, toutes les SOSDEM, ce n'est pas possible. Faut qu'ils mettent leur ego de merde de côté. Et il faut qu'ils créent un vrai front commun en fait, digne de ce nom. Parce que là, on va se retrouver encore avec 4 listes médiocres. Et ce qu'il nous faut, c'est une liste médiocre à laquelle on va voter. Ouais. Effectivement, on parlait justement de concrètement, on s'organise. Maud, tu disais que vous avez fondé Toutes des femmes, notamment pour contrer le discours anti-trans dans les années 2020. Est-ce que tu peux nous faire un retour d'expérience et aussi sur les combats que vous avez réussi à gagner depuis la création de l'organisation ? Oui, clairement, en 2020, on a eu en France d'abord une offensive transphobe qui est passée par des militantes qui étaient issues du féminisme, donc très visible, Marguerite Cerne et Dora Muto, mais pas du tout seulement elle, mais qui en fait a relativement mal marché. Et je pense que c'est important de l'avoir en tête, et de l'avoir en tête comme un des éléments qu'on a en France contre le fascisme, qui est qu'il y a eu un mouvement féministe relativement solide, parce qu'il est fort, le mouvement féministe en France. Il est relativement plus fort que dans beaucoup de pays d'Europe, c'est quand même important de l'avoir en tête. Alors pas plus fort que dans tous les pays d'Europe, mais plus fort que dans beaucoup. Et la solidité de ce mouvement féministe a permis de repousser notamment les tentatives d'implantation transphobe qu'il y a eu. Alors bien sûr, c'est jamais unanime, hein. Il y a toujours des minorités, et en particulier des minorités de féministes particulièrement bien implantées dans les secteurs les plus institutionnels du féminisme qui sont toujours transphobes. Mais le fait que même le Parti socialiste ait voté au Sénat dernièrement contre la PPL Eustache-Brignot, alors même que plusieurs de ses membres sont dans des réseaux qui historiquement ont défendu la pénalisation des clients et du travail du sexe, qui sont des réseaux assez perméables avec les réseaux transphobes, c'est une victoire. C'est-à-dire qu'on a été capable d'imposer à des milieux féministes qui traditionnellement sont plutôt islamophobes et plutôt plutophobes de ne pas être transphobes, ce qui déjà est une première brèche qu'on a ouverte parce qu'on avait un mouvement féministe fort qui a été réactif sur ces questions. Et du coup, on s'est retrouvé avec un adversaire un peu plus traditionnel, les fachos bien de droite, pas les fachos de gauche, et ça a quand même resitué la question sur un axe plus traditionnel, progressiste, conservateur, ce qui a été plutôt bénéfique. Je veux dire, la loi a été adoptée au Sénat, mais il y a peu de chances qu'elle le soit dans une assemblée. Est-ce que tu peux en quelques mots expliquer ce que cette proposition de loi comprend, s'il te plaît ? En quelques mots, c'est très simple. C'est une proposition de loi qui interdisait l'accès aux soins aux mineurs trans, et donc qui de fait force les mineurs trans à vivre dans le genre qui leur a été assigné à la naissance jusqu'à leur majorité, sachant que l'accès aux soins permet globalement de sauver des vies,
prévenir le suicide. Voilà, en gros résumé. Et que la PPL reposait sur énormément de contre-vérités, notamment scientifiques. La PPL, elle repose sur une offensive qui est issue d'un... Enfin, en fait, je peux décrire tout ce qui s'est passé pendant ces 3 années, mais en gros, il y a un lobby qui s'est organisé autour de l'extrême droite qui s'est vraiment saisi du sujet au printemps 2021 et autour des secteurs réactionnaires de la psychanalyse qui, historiquement, en France, ont toujours eu cette tâche un peu de fournir à la gauche un discours sur la binarité de genre, parce que c'est la théorie freudienne qui permet de produire ça. Et donc il y a eu des lobbies, mais qui correspondent à des lobbies internationaux. Et c'est sur ça que je voulais rebondir aussi, parce qu'on a beaucoup parlé de l'argent qui finance les médias comme CNews, etc., qui sont anti-genre évidemment, mais se caractérisent surtout dans leur présence dans le paysage politique par leur racisme, quoi. Mais il y a aussi, entre guillemets, des groupes réactionnaires qui ne sont pas forcément les mêmes organisations, qui ont un financement spécifiquement orienté sur l'offensive anti-genre. Il y a un rapport qui est sorti il y a quelques jours, là, qui est un peu long, mais si vous en voulez un résumé, il y a Rosane Le Carboulec qui a fait un super dossier dans Mediapart dessus, qui montre en fait comment est organisé au niveau européen le financement par diverses fondations d'organisations qui combattent les droits des personnes trans, qui combattent le droit à l'IVG, qui combattent le mariage homosexuel. Et c'est des centaines et des centaines de millions d'euros, quoi, qu'il y a eu sur les dernières années, et y compris qui servent aussi à financer des médias. Une des personnalités clés, j'ai plus son nom en tête, de ces réseaux-là, par exemple, c'est quelqu'un qui va bientôt racheter Marianne, journal qui vient historiquement de la gauche et qui, depuis quelques années, a une ligne anti-genre et raciste de plus en plus assumée. Et en fait, dans ce contexte-là, nous, ce qu'on a cherché à construire, et je vais en venir à la conclusion, à travers la campagne Juge pas mon genre, c'est que, bien évidemment, les rapports de force politiques, ils bougent pas en 3 semaines, quoi. Ils bougent pas non plus en 2 ans. Ils bougent sur des longues années. Le fascisme, ça fait, 2002, c'était il y a longtemps. En 2027, quand l'élection présidentielle de 2027, on va sûrement encore avoir Marine Le Pen au second tour, si ce n'est après le second tour. 2002, la première fois que le FN était au second tour, c'était il y a un quart de siècle avant, quoi. Moi, c'est un de mes premiers souvenirs politiques, quoi. Et donc, ça se produit pas en un jour, ces choses-là. Et en fait, on doit faire avec les situations du présent. Et en fait, faire avec les situations du présent, c'est essayer de changer le rapport de force. Mais changer le rapport de force, ça passe par construire des coalitions. Et ce qu'on essaie de faire avec la campagne Juge pas mon genre aussi, c'est de... parce qu'on parlait de liste commune, mais de fait, aux législatives de 2022, il y a eu des candidatures communes NUPES. Je ne sais pas si ce sera à nouveau le cas cette fois-ci. En 3 semaines, ça paraît pas forcément évident à construire. Mais c'est ça qui a permis que ce ne soit pas une catastrophe totale pour la gauche, les législatives en 2022. Donc si ça a été fait une fois, c'est possible une deuxième fois. Et ce qu'on a réussi avec la campagne Juge pas mon genre et le dépôt d'une proposition de loi à l'Assemblée nationale pour la déjudiciarisation du changement d'état civil après que Mélanie Vogel l'ait déposé au Sénat, c'est avoir un dépôt de proposition de loi transpartisan, y compris en allant même péter la majorité en deux, et ça c'est important aussi, péter la majorité en deux et aller chercher les quelques-uns qui se disent de gauche pour leur dire ok, en fait arrête de voter avec les racistes, quoi. Et construire des majorités et des victoires, c'est un peu le seul moyen aussi idéologiquement de repousser les fascistes, parce que il n'y a que la preuve par le fait, en fait, qui fonctionne aussi dans des situations pareilles. C'est clair. Merci beaucoup, Maude. C'est important de montrer qu'on peut s'organiser et on peut aussi marcher ensemble, en fait.
et pas toujours partir divisé. C'était très intéressant ce que tu disais sur le mouvement féministe qui est finalement très fort et relativement solide. Safia, on parle d'organisation, on parle de riposte. Tu viens de fonder récemment la riposte antiraciste. Pourquoi, comment, dans quel but ? Très intéressant. Alors moi j'ai démissionné de la vice-présidence de SOS Racisme en novembre suite du coup au contexte de génocide à Gaza, de génocide en Palestine. Ça faisait déjà quelques mois que ça pétait dans la cocotte minute. Je ne sais pas quelle expression française utiliser suite à la réforme des retraites où nous, le secteur jeune, on a été tout seul à partir dans la bataille. D'ailleurs, réforme des retraites où moi je tiens quand même à dire quelque chose ici, où c'est toujours pendant les périodes de lutte des classes où vous remarquerez que l'extrême droite ne fout pas son nez dans les manifestations, ne fout pas son nez dans les blocages, ne fout pas son nez dans les usines. Et c'est là où on les entend le moins, et c'est là où ils nous font moins chier sur notre existence, et sur l'immigration, et sur l'islamophobie, et sur la transphobie. Et donc c'est pour ça que je fais le lien. 2023, ça a été une année très spéciale pour les militants, les militantes, pour les jeunes en général, pour les travailleurs, les travailleuses. Moi, en tant que militante, ça a été une année décisive. J'ai vu que le secteur jeune de SOS Racisme, on était partis tout seul. Naël, le secteur de Nanterre, on était des jeunes étudiants, on est partis tout seul. SOS Racisme, la direction, ils nous ont laissés tout seuls. La Baïa, ils nous ont refusé une campagne alors qu'ils étaient contre le décret en réalité. Et puis le 7 octobre, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase en réalité, parce qu'en s'alignant sur des positions d'État, nous on savait que c'était s'aligner sur des positions impérialistes, c'était s'aligner sur des positions qui ne remettaient pas en cause la vente d'armes à Israël, qui ne remettaient pas en cause les partenariats commerciaux, et in fine, c'est ne pas remettre en cause notre propre impérialisme français qui a des colonies, qui a laissé prospérer le scandale du chlordécone, qui fait que 100% de la population martiniquaise et guadeloupéenne est contaminée, qui fait qu'aujourd'hui, en Kanaki, il y a des jeunes Kanaks qui ont été tués, dont une jeune fille qui avait 17 ans. Donc, c'est pour ça qu'on est parti, et évidemment, quand on est parti, on a pris plusieurs mois avec des camarades à se questionner sur... Nous, on est parti sur une base stratégique. Et y compris le titre de se plaigner, qu'est-ce qu'on va faire ? Au final, c'est très stratégique, c'est très que faire, si je peux me permettre, pour ceux qui ont la référence. C'est très léniniste. Et en fait, ces questionnements stratégiques, c'est comment ça se fait qu'on est dans une société où on fait face à un contexte terrible, qui est quand même, je le rappelle, évidemment, la montée de l'extrême droite, la montée possiblement d'un temps de guerre internationale qui se profile pour les prochaines années avec des puissances impérialistes comme la France qui vont s'affronter. Il y a le SNU qui a été mis en place pour les lycéens, donc les militarisés. Le fait qu'à l'est de l'Europe, ça parle de circonscription. Ça, par exemple, ça participe, la circonscription, d'un côté les hommes, les femmes, à renforcer les stéréotypes de genre, à renforcer les assignations, à renforcer la transphobie, à faire en sorte d'utiliser, y compris les immigrés et nous, les descendants, comme main-d'œuvre malléable pour l'industrie d'armement, etc. C'est absolument terrible. En France, l'été dernier, le projet de loi militaire, il a été voté. Vous savez ce que ça a donné ? Ça a donné qu'il faut, jusqu'à 2030, donner 213 milliards d'euros à l'armée. Vous savez où est-ce qu'ils vont chercher l'argent ? Dans nos poches, chez les pauvres. Le RSA, 15 heures d'activité. Le réforme chômage, elle est passée. Réforme de la sécurité sociale, elle est en train de passer. Et donc, c'est cette réalité où, en plus, on a une montée en autoritarisme. Il faut voir le niveau de répression, comme disait Irénée, qu'on est en train de se manger dans la gueule, post-49.3, la justice d'exception qu'ils aient mise en place suite à la réforme des quartiers populaires. Je ne sais pas si vous avez toutes et tous suivi les legal teams, les avocates et les avocates qui ont dénoncé la répression, les peines de prison pour les jeunes, mais moi, j'ai jamais vu ça, les Zerma éco-terroristes et la manière dont nos mouvements antiracistes, féministes, écolos ont été stigmatisés. Et en même temps, face à ça, moi je constate, et c'est ce qu'on a vu l'année 2023, on est passé de un mouvement social tous les 2-3 ans à 3 mouvements sociaux par an. Et moi je crois que cette combativité sociale, on ne peut pas la mettre sous le tapis en disant c'est la fin du monde, c'est la fin, je vais me faire ma stratégie individualiste, je vais faire en sorte de recoller un peu les pots cassés chez moi et de me terrer jusqu'à temps que ça passe. Mais les amis, le capitalisme, il ne va pas vous laisser tranquille, hein, ça ne va pas passer, hein.
Ça va pas passer. Je veux dire, la question de la guerre, de la pauvreté et de la crise écologique, ça y est, elle est inhérente à ce système-là. Vous aurez beau vous barrer dans un autre pays parce que vous avez la thune, vous aurez beau avoir votre appartement tout bien avec plein de plantes, ça ne va pas vous laisser tranquille. Tôt ou tard, ça va vous rattraper. Et donc c'est pour ça que mettre la question stratégique au centre, nous, c'est ce qui nous a paru important dans l'antiracisme. Pourquoi je dis ça ? Parce que chez les antiracistes, et je vais faire court, on parle beaucoup, et on le dit ici, on parle beaucoup de fascisme. C'est normal que ce soit une crainte. Mais attention, l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir, c'est pas automatiquement l'arrivée du fascisme. Par contre, c'est automatiquement, pour nous les descendants d'immigrés, les migrants, la question de politique mortifère mise en place, c'est des agendas droits beaucoup plus droitiers, des agendas droits mortifères, des agendas transphobes, des agendas sexistes, le fait aussi d'une succession, en fait, d'une montée aussi populaire de la pauvreté. Là, Javier Milei, en Argentine, 50% de la population sont en dessous du seuil de pauvreté, mais le fascisme, c'est une situation particulière, et c'est les bourgeois qui la décident. Je suis en train de vous dire ça parce qu'en fait, l'extrême droite peut mettre en place le fascisme, qui a un régime bien particulier, mais ça pourrait être Macron aussi. Et là, c'est pour ça qu'aussi, moi, la dissolution, ça m'inquiète. Le fascisme, c'est quand vous avez plus de syndicats, les amis. C'est quand, là, une conférence comme ça, elle n'existe pas. C'est moi, quand j'aurais parlé avec mon camarade de la riposte antiraciste, j'aurais été cafetée parce que le mec, il nous aura entendus au resto et que le lendemain matin, il y aura les keufs qui m'auront cherché à ma porte. Et peut-être pas les keufs, mais possiblement des milices. Parce que sous le fascisme, c'est des milices populaires. Et je peux vous assurer que si là, maintenant, c'est le fascisme, moi, je ne serais pas là à cette table, je serais en train de prendre les armes. Juste qu'on parle un peu de choses concrètes, parce que moi, j'entends aussi beaucoup, et je suis contente qu'on en parle ce soir, beaucoup la social-démocratie et la gauche institutionnelle bourgeoise se réapproprier la question du fascisme en mode « Ah, c'est le fascisme, votez pour nous ». Mais en fait, tu ne remets pas l'impérialisme en cause, tu ne remets pas le capitalisme en cause, tu ne remets pas l'État en cause. Les amis, aujourd'hui, si l'extrême droite existe, si Bardella existe, si Marion Maréchal existe, c'est aussi parce que la République le permet. Faut arrêter d'être naïf comme ça. Je veux dire... Donc en fait, si on n'est pas face à une anomalie, il faut organiser des fronts. Là, on va parler un peu concrètement, grosso modo pour les législatives. On n'est pas leurs riens. Je suis désolée pour les chiens. Je suis désolée qu'ils soient associés à Macron. En plus, il y a le chien d'Amandine. Vraiment, pardon, je suis désolée. On n'est pas... non, mais je veux dire, on n'est pas des poubelles, quoi, en fait. À quel moment on doit se plier H24 à leurs échéances électives ? Mais on est qui, au bout d'un moment ? On est qui ? Je veux dire, moi, j'ai pas que ça à penser. Je sais pas. Je suis étudiante, je galère, je travaille, j'ai plein de trucs à faire. C'est compliqué. On est militant. Et là, on est en train de nous dire, parce que Bardella et Macron, ils sont en train d'essayer de savoir qui a le plus gros phallus entre les deux. Ils nous imposent des élections parce que c'est ça qui est en train de se passer. Toute cette dynamique masculiniste dans la communication politique. Et c'est extrêmement grave. Et moi, je pense que parce qu'on n'est pas leur poubelle, il ne faut pas compter seulement sur les élections, mais là, va falloir se mobiliser et remettre la stratégie au centre. Va falloir sortir dans la rue, va falloir que les étudiants se posent des questions, va falloir que les lycéens se posent des questions, et surtout mettre au centre la question des travailleurs et des travailleuses. Parce qu'au bout d'un moment, on parlait des millionnaires et des milliardaires. Pour moi, quand on est riche à ce point-là, on est des voleurs, d'accord ? On ne se fait pas autant de thunes tout seul. C'est souvent sur le dos des gens. C'est souvent quand on exploite des gens, d'accord ? Et moi, personnellement, si je vote pas pour la gauche institutionnelle, c'est parce que j'en ai marre qu'on me dise « Faites la paix avec Bolloré, faites la paix avec Pouyanné, faites la paix avec Xavier Niel. » Moi, j'ai pas envie de faire la paix avec eux. Moi, j'ai envie que ma mère qui est là ce soir, et je t'aime maman, qui est aide-soignante, d'accord, qui travaille et qui se tue le dos 12 heures par jour dans un EHPAD, qui est une femme marocaine à qui on dit de faire des tâches de merde parce qu'elle est marocaine dans son boulot. Mais en fait, je vois pas pourquoi son patron, qui fout rien, qui est dans un bureau, il gagne plus qu'elle. Je vois pas pourquoi c'est elle, en fait, qui ne gagne pas le fruit de son travail. Sauf que ce que j'ai pas dit sur ma mère, mais qui vaut pour vous toutes et tous ici, si vous êtes prof, que vous soyez journaliste, que vous soyez surveillante, que vous soyez ce que vous voulez, c'est que la réalité, c'est qu'en fait, si vous arrêtez de travailler, que vous mettez en place des caisses de grève, qu'on sort dans la rue et qu'on se pose les bonnes questions, forcément, ça tape dans leur porte-monnaie, forcément, ça fait peur aux politiques. Et notre problème, c'est que même si nous sommes des esprits révoltés et que nous sommes enragés, nous manquons de stratégie, et je remercie 3000 fois Popol de ne pas seulement être un média, mais d'être une plateforme qui nous laisse nous exprimer pour parler stratégie. Alors, on va dire que pour les législatifs, on fera le taf. J'espère que, comme vous le disiez, il y aura des figures qui représenteront des antiracistes, le monde du travail, pour lesquels on pourra voter et exprimer un engouement. Mais surtout, vous ne reposez pas sur ça. On n'est pas leur poubelle, quoi.
Bravo. Je rebondis sur ta prise de parole très inspirante. S'il en est, Safia, merci beaucoup. Safia évoquait, Dolores, la question de l'organisation à très court terme de ces législatives. On rappelle, 3 semaines vraisemblablement. Tu disais, toi, tout à l'heure, Dolores, que on se retrouve avec une gauche qui ne nous mérite pas, on va le dire un peu comme ça. Qu'est-ce qu'on peut vraiment attendre là, d'après toi? Et qu'est-ce qu'on doit attendre? Qu'est-ce que la gauche nous doit? Alors, comme on vient de se dire, évidemment que on le fait pas et on se rangera pas derrière on votera pas pour un candidat ou une candidate juste parce que on est fan ou qu'on pense qu'ils vont redresser le pays ou qu'on pense qu'ils seront... Déjà, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on arrête de parler de barrage et de stratégie du castor, parce qu'on a quand même bien compris que non seulement ça ne fonctionne pas, mais c'est ce qui, je pense, leur permet d'être dans le confort, de se féliciter, d'avoir mené cette campagne et quand même d'être à cet endroit de l'échiquier. Enfin, ça, c'est vraiment de la merde. Et parce qu'en plus, ça sacrifie toujours les mêmes, ça demande les efforts toujours aux mêmes. Et évidemment que, et notamment si on regarde une fois de plus dans des endroits où la situation est dramatique et où là, il y aurait vraiment besoin d'un vrai programme et surtout d'une vraie vision de rupture, notamment en Guadeloupe, notamment à Mayotte, les taux d'abstention sont phénoménaux et j'espère qu'ils ne se disent pas ils n'ont pas voté pour nous parce que les pauvres, ils ne savent pas, etc. Ils savent très bien pourquoi ils ne vont pas voter. Ils savent très bien pourquoi ils font monter ce parti-là. Et donc, si en fait on ne regarde pas ça, et si donc on ne regarde pas ce qu'on aime appeler ici les marges, en fait, on ne va pas comprendre pourquoi, en fait, là, ces 3 semaines, il va falloir, c'est pas seulement se bouger les fesses ou mettre ses égos de côté, parce qu'en fait, il ne s'agit pas de ça, il ne s'agit pas d'eux, il ne s'agit pas d'eux en tant que personne. En fait, il s'agit effectivement de nos vies, il s'agit des gambles qu'ils font sur notre dos. Et tu parlais tout à l'heure de profession. Moi, par exemple, je suis journaliste, je ne suis pas en rédaction, je suis indépendante. On a fait un peu le tour de qu'est-ce qu'il faudrait faire pour en fait faire en sorte que les rédactions arrêtent d'être aussi sur leur petit agenda. Pour un article bien que vous voyez, c'est 5 journalistes en fait qui se cassent le dos à leur proposer gratuitement des sujets qu'ils ne le veulent pas faire et qui feront dans 5 ans parce qu'ils ont les moyens de se permettre ça à nos dépens. Ça, personne ne le dit jamais. Que les structures, elles fonctionnent, que ce soit les bars, les restaurants. Bon, ici, j'espère que les gens sont bien traités, mais on n'est pas forcément sûr. Je suis désolée. On est en train de marcher sur nos corps à nous tous, tous les jours. Et nous-mêmes, qui soi-disant sont progressistes ou radicaux, nous marchons sur nos propres corps aussi tous les jours. C'est une réalité. Donc, en fait, ce que j'aimerais bien, c'est que la gauche soit au niveau de cette réalité-là. C'est-à-dire, on fait des campagnes où, à aucun moment, on parle concrètement de la vie des gens. Je suis désolée, en fait, personne ne parle vraiment de la vie des gens. Ce sont des histoires d'appareils, mais la réalité de la vie des gens qui vous permettent, en fait, à vous de dire « Ah oui, il faudrait qu'on fasse telle mesure ou qu'on fasse telle réforme », vous n'en parlez jamais. Jamais. Donc, ce soir, apparemment, LFI et leur QG à la Rotonde, ils ont appelé les gens à se réunir avec des drapeaux palestiniens, parce qu'évidemment, il ne faut pas non plus oublier ça. Surtout pas, mais il ne faut surtout pas oublier que vous avez aussi une responsabilité dans ce qui se passe ce soir. Parce que justement, vous êtes soi-disant le parti, et pour moi c'est le PS des années 2010, mais bon, voilà. Mais ce serait bien qu'en fait, à un moment, on arrête de se dire, et c'est toi Maud qui évoquait la NUPES, qu'on arrête de penser qu'il faut plus ou moins tirer la couverture à soi parce qu'en fait on a représenté un suffrage plus important, donc on se doit de mener la ligne à nos conditions. Enfin, il faut quand même se dire qu'après ce sont des personnes et que quand ils se réunissent et qu'ils font des réunions, c'est juste le pouvoir. Mais quand je le dis, c'est le pouvoir, c'est la domination, c'est les coups de Trafalgar, c'est comment en fait on va pouvoir tirer la couverture, c'est comment on fait des tractations qui durent des semaines sur notre dos, pendant que nous on est là à aller au Franprix qui coûte une blinde, pendant qu'eux ils sont en train de réfléchir à comment ils vont réussir à faire en sorte de faire entendre aux camarades PS qu'ils ont raison. Donc en fait ce soir j'espère qu'ils ne seront pas là-dessus. J'espère qu'ils ne sont pas là-dessus. J'espère qu'ils ne commencent pas à se dire « Ah, lui, là-bas ». J'espère qu'ils ne sont pas là-dessus.
Mais vraiment, j'espère que ELV, le communiqué, on l'a bien lu, j'espère qu'ils ne sont pas juste en train de se dire, parce que c'est ce qu'ils se disent, parce que la réalité, c'est ce qu'ils se disent. Ils se disent, de toute façon, nous ne sommes pas sur les élections nationales, nous ne sommes pas sur les élections régionales, d'ailleurs, on l'a bien vu. Par contre, les municipales et les européennes, voilà, on a nos députés, et puis voilà, ça fait fonctionner la trésor, et puis on avance. J'espère que ce soir, sortis du communiqué, ils sont pas genre juste sur cette ligne-là et qu'ils se disent pas bon, Bito il est légitime, Marie Toussaint a sauvé date. J'espère qu'ils ne se disent pas ça, mais sérieusement en fait. Et ce qui serait bien, ce serait que ils écoutent aussi les personnes qui sont au sein de leur parti et qu'ils répriment toute la journée, parce qu'on parle de la répression militante. Parlons de ce qu'on fait du personnel politique, des partis, des gens qui donnent de leur temps pour faire en sorte qu'ils soient moins nuls qu'ils ne le sont. Et qu'ils foutent en l'air, parce qu'il y a des situations de harcèlement, des situations dramatiques, des situations de oui, alors ce serait bien qu'il y ait d'autres personnes qui viennent, ce serait bien qu'on soit avec des personnes qui représentent un peu plus des idées un peu plus radicales, on va dire progressistes, et ce qui leur foutent dans la gueule, les échos qu'il y a, parce qu'en fait, il faut être une star pour avoir le droit à cet écho. La vérité, c'est qu'on marche tous, les unes et les uns sur les autres, sur le corps de nous tous, nous toutes et tous, tous les jours. Et que quand on croit qu'on aide quelqu'un, ou qu'on aide une cause, ou qu'on la fait avancer, pendant ce temps-là, on fait marcher. Donc, nous aussi, nos égos, il faut les ranger. C'est clair. Il faut aussi leur montrer, parce qu'ils ne sont pas capables d'avancer. Nous, il faut aussi qu'on leur montre. Il faut que les CSP+, qui ne se sont pas mobilisés pendant les Gilets jaunes, qui ne se sont pas bougés pendant les réformes, il faut aussi qu'on les voit descendre. Mettez vos costumes, qu'on vous reconnaisse, mais allez-y, marchez aussi. Quand on fait des marches de nuit là, radicales, de Belleville à je ne sais pas où, pour dire, là, en fait, ça suffit, on tue nos gens de nos communautés, ce serait bien que vous descendiez. Vous êtes en pyjama de satin, descendez. Non, mais je rigole pas. Déjà, rien que ça, dans les mobilisations, tu disais, on n'est pas des millions, mais pourquoi on n'est pas des millions? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas encore assez chaud aux fesses pour descendre. C'est clair. C'est tout. C'est toujours ceux qui sont marginalisés, maltraités, racisés, qui descendent. Mais nous, quoi? On descend pourquoi? Pour se faire en plus entendre parler comme de la merde par le personnel politique qui dit « Non, non, mais c'est bien, mais t'as vu, c'est pas grâce à vous qu'on va gagner. Le racisme, on s'en fout. » Donc j'espère que ce soir, tous là, tous, mais LFI, le PS, tous, ils sont dans un plan d'action avec une volonté, mais là, c'est de contenir, parce qu'on n'en est même pas de nous faire rêver, d'avoir une vision pour le pays, on n'est même pas dans ça. Ouais. Mais vraiment, qu'ils sortent de cette stratégie qui nous mène dans le mur. Ce n'est pas juste des discussions Twitter quand tu vois que tel membre de parti qui essaye d'impulser autre chose, qui se fait dégager, c'est pas juste en l'un, c'est grave. Ouais. C'est grave. Et si on en arrive à ces résultats-là, c'est parce qu'on empile aussi toute cette violence. Toutes ces violences. Donc, là, on est le jour 1 de la suite de ce qui va se passer. Les réactions, là, il y a des membres du parti, notamment par exemple de LFI, qui ont dit « Nous allons parler après cette élection. Nous allons dire. » Mais dire quoi? Maintenant, nous sommes vigiles tous. Parce que là, notre avenir, c'est que 2027, on le savait, mais là, il y a juste une confirmation, on se mange le Rassemblement national. Et pour certaines personnes, c'est une réalité qui ne va pas faire, qui vont être visées. Nous sommes directement visés. Nous sommes directement visés. Là, on interdisait juste les manifestations, on empêchait juste les personnes, effectivement, de dire certaines choses sur Twitter. Là, nous sommes visés. Donc, si les gens ne se rendent pas compte que la violence, elle est déjà à l'œuvre et qu'en fait, maintenant, elle va toucher, si vous aimez vos amis, certains de vos amis, il faut absolument, et on a un devoir aussi de leur demander des comptes. Oui, c'est clair. Un devoir de leur demander des comptes. Nous avons laissé passer ce qu'a fait LFI avec le retour de Quatennens à l'Assemblée sur les vivas. Nous avons laissé passer ELV qui couvre leurs députés qui sont coupables de corruption jusqu'à aujourd'hui. Pas un mot. Là, avec ce qui s'est passé avec Éric Piolle à la mairie, pas un mot. Donc en fait, nous sommes vigiles et nous devons être comptables. Chaque mot, chaque phrase, chaque action qu'ils vont poser aujourd'hui, ils sont comptables du résultat qui va arriver là pour les élections législatives.
J'espère qu'ils vont entendre le message. Ils sont pas loin, effectivement. Peut-être que si on parle très très fort, ils vont nous entendre. Non, mais nous devons aussi montrer l'exemple, en fait. Ah, ça c'est clair. On se doit de montrer dans nos orgas, on se doit de montrer Absolument. dans les médias, on se doit de montrer l'exemple aussi. Absolument. Merci beaucoup, Dolores. Montrer l'exemple et parfois aussi faire preuve de cohérence entre ce qu'on défend et ce qu'on fait vraiment, ce serait pas mal, ouais. Ouais, tout à fait. Irénée, je sais que tu voulais réagir tout à l'heure. Je t'en prie. Oui, je ne sais pas trop ce que je voulais dire. Mais bon, je suis très d'accord avec tout ce qui a été dit. Globalement, je suis très en colère. Je crois que je voulais un peu réagir par rapport à ce que tu disais, Safia, sur la stratégie que je trouve essentielle et que je trouve c'est une question qu'on ne se pose pas assez ou pas toujours de la bonne manière. Et justement, par rapport à ce que tu disais sur le fait qu'en fait, en ce moment, on a 40 000 mouvements sociaux par an. Mais le problème, c'est que ce n'est pas toujours les mêmes personnes qui participent aux mouvements sociaux. L'année dernière, j'ai trouvé quand même très parlant. En 2023, on était dans la rue toutes les semaines. On a été d'abord dans la rue dans une grève historique contre la réforme des retraites. Quand même, on dirait que c'est il y a 1000 ans, mais en fait, c'est il y a 1 an à peine. On était vraiment des milliers dans toute la France et dans Paris. Par contre, juste après, quand il y a eu le meurtre de Naël, on n'était plus autant. Et surtout, la gauche blanche, les syndicats blancs, on se demande où ils étaient à ce moment-là, alors que les quartiers populaires étaient en train de se révolter contre ce qui s'était passé. D'un coup, tous ces gens qui militaient sous le froid, sous la neige, sous la pluie, ils n'étaient plus là. Pour la question palestinienne, on a eu un peu la même chose aussi. On a eu des énormes mobilisations, mais en fait, c'est principalement les personnes racisées, les personnes qui viennent de peuples qui ont été colonisés, qui participent principalement. Les syndicats français, ils n'ont pas été à la hauteur des enjeux, en fait. Les syndicats français, ils n'ont pas été là dans les appels. Au contraire, ils ont joué un jeu très flou, pour pas dire très dégueulasse, vis-à-vis du sionisme, en fait. Et je pense que c'est ça aussi qu'il faut penser, c'est comment en fait on casse ça et comment on fait en sorte qu'il y ait un vrai lien entre les personnes qui se mobilisent pour les questions anti-impérialistes et les personnes qui se mobilisent pour les questions anticapitalistes, surtout parce qu'elles sont liées. Surtout parce qu'il n'y a pas d'anticapitalisme sans antiracisme et sans anti-impérialisme. Parce que les personnes racisées et les femmes, on est principalement touchées par le capitalisme. Donc en fait, on n'a pas le choix et on ne peut pas choisir l'un ou l'autre, on est obligé de s'attaquer aux deux. Et je pense qu'en termes de stratégie, c'est ça, c'est en fait parce que là, on parle depuis tout à l'heure de partis, mais en fait, moi, ce qui m'inquiète, c'est les syndicats, là, que en fait, ils sont pas à la hauteur de l'enjeu des problèmes, ils sont pas à la hauteur de ce qui se passe. Et en fait, on peut pas non plus s'en passer, on peut pas dire on fait sans eux. En fait, il faut se demander comment on va les chercher, comment on les oblige en fait à être là. Et le problème aussi, c'est que je sais que souvent dans les bases syndicales, en fait, les gens ils sont beaucoup plus progressistes que le sont les directions. Mais malheureusement, parfois dans les syndicats, quand il n'y a pas des directives, il n'y a pas forcément de mobilisation. Ça dépend des secteurs. Donc c'est aussi ça qu'il faut réfléchir. Merci beaucoup. Ouais. Malheureusement, on va devoir conclure parce qu'on n'a plus trop de temps. Je vais donner d'abord la parole à Maude, qu'on a moins entendu jusqu'à présent, pour peut-être réagir un peu à tout ce qui a été dit, si tu le veux bien. Merci. Là, comme ça, sans question. Sans question particulière. Alors, après, c'est vrai qu'on a un peu dévié de ce qu'on avait prévu initialement, compte tenu notamment de cette question de dissolution. Donc c'est vrai que oui, je pense que c'est important de réagir un peu à ce qui a été dit, notamment par rapport à la responsabilité de la gauche. La responsabilité de la gauche, je sais pas. Enfin, moi, j'ai pas forcément. En tant que toutes des femmes, l'asso féministe, tu vois, tant de choses à dire sur la question. La gauche, sur les questions sur lesquelles on bosse, nous, elle a été plutôt au rendez-vous récemment. Et c'est une bonne chose. Le problème, c'est qu'elle n'est pas forcément sur toutes les questions. Et je pense que les personnes ici présentes aussi à cette table en ont très bien parlé. Non, peut-être un
un truc assez marquant peut-être qu'on a eu dans l'expérience de la campagne, et je parlais de construire des coalitions aussi, c'est en fait à quel point c'est parfois difficile de faire se parler simplement les gens des différents partis de gauche quand vous êtes sur même un sujet très précis sur lequel c'est une évidence qu'ils devraient se parler entre eux. Enfin, je veux dire, moi je discutais il n'y a pas longtemps avec Sarah Durocher, la présidente du planning, qui m'expliquait que pour la lutte pour la constitutionnalisation de l'IVG qui a été gagnée, il y a un moment, il y avait une première proposition de loi issue de la gauche, puis ensuite il y en a une qui est venue de la majorité. Et en fait, à un moment où il fallait que la gauche ait une stratégie commune sur ce qu'elle allait faire au Parlement sur la question et comment elle allait répondre au fait qu'il y avait un projet de loi un projet de loi du gouvernement, une proposition de loi issue de la majorité. Et ben déjà les députés des différents groupes ne se parlaient pas entre eux, quoi, et que ça a été le taf des militantes féministes que de faire se parler entre elles, en l'occurrence les députés. Et je pense qu'il y a de ça, c'est-à-dire on a parlé des logiques d'appareil qui jouent un rôle évidemment énorme, mais il y a une partie des députés relativement importante, et notamment des militantes féministes qu'on peut trouver dans les partis, qui sont des personnes qui sont sincères dans leur engagement, malgré toutes les discussions qu'on peut avoir sur la stratégie, etc. Qu'est-ce qui fait que quand on est sincère dans son engagement, la logique d'appareil fait que des fois on ne va pas construire les alliances qui sont pour autant les plus pertinentes, les plus stratégiques, parce qu'en fait il y a l'élection qui vient qui fait que c'est compliqué de la construire en ce moment. Enfin, je veux dire, pour nous, obtenir un dépôt de proposition de loi transpartisan en période de campagne électorale, c'était pas du tout quelque chose d'évident, et on s'est rendu compte à quel point aussi c'était compliqué. Et du coup, pour continuer entre guillemets le plaidoyer parlementaire, on attendait après les élections, on s'attendait pas forcément à la dissolution, donc on va devoir repenser toute cette stratégie-là. Mais oui, en fait, il y a un vrai truc où c'est autant il y a une solidarité anti-genre, une solidarité raciste, avec des gens qui financent des fondations, des gens qui financent des médias qui en fait soutiennent l'extrême droite d'où qu'elle vienne, entre guillemets, quoi, sans logique d'appareil. Autant cette solidarité féministe-là, par laquelle on devrait répondre, la solidarité antiraciste, elle peine à se construire de manière transpartisane dans le monde politique institutionnel, quoi. Et c'est ça aussi qui fait que c'est difficile en fait de construire des stratégies communes en dehors des temps électoraux, quoi. Merci beaucoup. Alors que c'est là où le taf se fait aussi et doit être fait. Il n'y a pas que des élections. C'est important de le rappeler. Safia, un petit mot de la fin, sauf si vous vouliez rajouter... Ah, okay. C'est de 30 secondes, c'est une annonce par rapport à ce que disait Irénée. Donc, moi, je fais partie du comité Justice pour Naël, et avec la maman Mounia, on a lancé une date d'hommage à son fils. Donc, le 29 juin, rendez-vous toutes et tous à Nanterre à 14h. Sur les réseaux sociaux, vous allez avoir le lieu exact de rendez-vous. On se donne rendez-vous pour une grande marche hommage à son fils, Mounia Sourala. Faut vraiment qu'on soit beaucoup à l'entourer. Elle souhaite particulièrement mettre en avant une revendication qui est la lutte contre l'impunité policière, puisque évidemment il y a toute la machine policière, judiciaire qui s'est mise en place, qui écrase aussi les 2 autres jeunes survivants qui étaient dans la voiture. Et en fait, le policier qui a tué son fils, il est sorti de détention provisoire. Il est actuellement avec sa famille, tranquillou bilou, ça se trouve en train de faire des barbecues parce qu'il fait beau, et pire que ça, il est millionnaire à cause de la cagnotte de Jean Messia. Donc voilà, rendez-vous le 29 juin à Nanterre, ça fait une date possible de sortie dans la rue. Merci beaucoup à toutes les 4 d'avoir pris le temps de venir discuter avec nous dans ce mouvement un peu, quelque peu compliqué. Je suis encore totalement secouée par cette annonce, mais bon, bref, pas tant surprise. Je vous donne rendez-vous bientôt. Quelles sont vos actualités? Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Toi, tu viens de partager une actu, Safia. Est-ce que quelqu'une a envie de partager quelque chose?
Moi, je sors un bouquin sur l'offensive transphobe, mais c'est en octobre, donc vous aurez le temps de le réentendre d'ici là. Chez Textuel. Et non, si vous voulez soutenir la campagne Juge pas mon genre, jugepamongenre.fr, il y a une pétition, pas qu'on gagne des combats avec des pétitions, mais par contre c'est une des nombreuses armes qu'on a pour aussi avoir toujours quelque chose à faire dans la lutte pendant qu'on enchaîne les actions, dire ah bah voilà, c'était d'accord, signe la pétition. Donc si vous êtes d'accord, signez la pétition jugepamongenre.fr. Et n'hésitez pas aussi à suivre la campagne pour être informé des actions de la campagne. Merci beaucoup, super. Merci beaucoup à toutes les quatre. Merci à merci au Point Éphémère qui nous accueille ce soir. Merci à la librairie Un Livre, Une Tasse de Thé. Merci à toutes les intervenantes de ce soir sur les premières tables rondes. Merci Popol, effectivement, faut bien le dire. Et merci à toutes celles et ceux qui font que ce type de moment soit possible. Donc voilà, on lâche rien, c'est tout. Je pense que c'est ringard de penser que le féminisme est passé de mode. Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Lâchez nos utérus. C'est ça qui est important. On discute à partir de sa situation. Ça donne un souffle nouveau au féminisme. Popol Show, le podcast d'actualité de Popol Media, le média qui propose un regard féministe sur la politique.